Aujourd'hui, on vous parle des Age of Inventors. Hello! Hello! Bienvenue dans ce chez Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on vous parle du bestiau. Les mensurations, c'est du 14+, pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes. Certainement pas la première. C'est chez Meeple Puck. Ouais, c'est pas facile à dire. Ouais. Au niveau des auteurs, c'est... Puck. Les auteurs, ils sont gratinés aussi. Vas-y, je te laisse faire ça. Ouais. Eolus, Iskios et Venton. On se croirait à Poudlard quand on lance des sorts, quoi. Rien de notable dans ce qu'ils ont fait, en tout cas. Ils ont fait quelques jeux, mais je n'ai rien remarqué qui ressortait. Ça ne me dit rien du tout non plus. C'est illustré par Mike Katoglou. La mécanique centrale, c'est de la pose d'ouvrier, principalement. C'est même pas des contrats à faire. Hein. C'est une pose d'ouvrier, autre chose. Oui, une action de sélection, parce qu'il y a à la fois on pose des ouvriers et à la fois les petits switches qu'on active. Donc c'est une action sélection principalement. Gestion de ressources aussi. Oui, évidemment. Oui. Gestion de ressources. En général, qui dit pose d'ouvrier, en général, dit aussi gestion de ressources, malheureusement. Le pitch, et je sais qu'il est prêt. Comme toujours. Au moins autant que d'habitude. On est dans la seconde moitié du 19e siècle. On représente on va appeler ça des corporations, hein, puisque ça peut être des universités, des entreprises, etc. En fait, on va engager des chercheurs, des inventeurs, et on va leur permettre de développer des inventions de manière à scorer des points, à monter sur des pistes, à faire différentes choses, et donc, au bout du compte, gagner des points de victoire. Voilà, c'est un pur Eurogame avec des points de victoire, somme toute très classique à ce niveau-là. Les twists, rien d'original. Clairement pas. Non, si ce n'est que... Pour identifier, c'est qu'à notre tour, on a deux choix. En fait, soit on pose un de nos ouvriers, hein, pour activer une tuile, pour faire différentes choses sur le plateau, ou sur notre plateau joueur d'ailleurs. On peut réactiver des tuiles pour principalement gagner des ressources. Ou alors, on peut activer un no switch pour justement interagir avec les inventeurs ou avec les inventions. Voilà, donc on choisit. On aurait très bien pu avoir des ouvriers en plus qu'on vient placer là, plutôt que le switch. Hein. Mais bon, en fait, on a 4 ouvriers et 4 switches, et on ne peut pas utiliser un switch comme un ouvrier, et un ouvrier pour déclencher un switch. Voilà. Bon, à part ça... C'est d'où l'effet de la distinction, c'est pour ne pas placer des inventeurs. C'est donc ça. c'est certainement pour... Donc rien de... À part ça, c'est très classique. Hein. Ouais, bon, comme je disais, monter sur des pistes, il y a un événement en début de partie. Si, peut-être un petit twist. Un petit twist quand même, d'ailleurs c'est une chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on a deux types, en fait, deux pistes, entre guillemets, qui font l'ordre du tour. Celle-ci détermine l'ordre dans lequel on va prendre cette tuile-là. En début de manche, on va chacun drafter une tuile, je ne sais pas si on le voit d'ailleurs à l'écran, une des tuiles équipement. Et c'est plus on va acheter une tuile chère dans cet ordre du tour-là, donc plus on sera devant dans l'ordre du tour pour la deuxième phase de placement d'ouvriers. Voilà, donc c'est un petit peu en deux temps, c'est un peu particulier. Et cette piste-ci, donc cette piste qui aussi départage les égalités, c'est ça qui m'a dérangé en fait, c'est qu'elle dépend du plateau. Notre position de départ sur cette piste dépend du plateau. Donc on peut très bien à 2 joueurs, par exemple, avoir quelqu'un qui est tout en haut et quelqu'un qui est tout en bas. Et donc cette personne-là devra faire des efforts, et les efforts, c'est-à-dire placer au moins un ouvrier partout pour essayer de remonter à ce niveau-là, pour éventuellement pouvoir intervenir dans les majorités en cas d'égalité. On en parlera après. Mais enfin, bon, il y a un petit twist donc, de cet ordre du tour en deux temps. La rejouabilité, bien, il y a énormément de variabilité. Hein. Il y a un paquet de tuiles comme ça, il y a des inventeurs comme ça, il y a des événements comme ça, il y a des paquets de tuiles dans tous les sens, vraiment en quantité, qui vont faire que la variabilité va être là. C'est fort redondant quand même. Oui, bien sûr, mais il y a énormément de variabilité, et peut-être trop. On y viendra justement dans les avis. Du coup, on a aussi des plateaux qui sont asymétriques, avec une face A, une face B. Donc on choisit. De toute façon, c'est asymétrique. Oui, c'est ça. C'est quoi qu'il arrive, c'est asymétrique. Que dire, asymétrique aussi bien pour des ressources de départ que pour un pouvoir qu'on peut déclencher. C'est totalement asymétrique, vraiment. Donc, que ce soit la face A ou la face B, vous n'avez pas une face neutre pour tout le monde, qui dirait qu'on part avec la même. C'est totalement des setups différents. C'est totalement asymétrique, mais non, ça ne change pas la face du monde non plus. Clairement pas. C'est pas super puissant.
Autre chose dans la rejouabilité ou la variabilité? Non, mais tu disais qu'il y avait beaucoup de variabilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de cartes. Maintenant, on fait c'est la même chose. Poids et cible, il est à 3 sur 5 sur l'échelle BGG. La cible, c'est pas d'expert. Hein. Clairement pas. Non, mais c'est de l'initié parce qu'il y a plein d'icônes, parce qu'il y a plein de machins, il y a plein de ci, il y a plein de là, mais c'est pas d'expert. Ouais, non. La difficulté est plus dans le décryptage, essayer de comprendre ce que veulent dire les icônes, parce que la règle, on en parlera plus tard, elle n'est pas très bien faite. Et puis plus là-dedans. Moi, je trouve 3 sur 5 BGG, c'est même beaucoup. C'est assez haut. Et au début de la règle, d'ailleurs, les auteurs disent que c'est un jeu qu'ils ont créé ça pour jouer en famille. Voilà. Bon, après, je pense famille quand même d'un petit peu habitué, mais famille quand même. On est plus proche de ça qu'un... On est sur un initié. Un initié gentil. Pas très lourd, c'est clair. Non. Au niveau du matériel, donc faut savoir que c'est une version qui vient du stock de Golden Meeple, donc qui n'a pas été offerte, et qui est une version, comme toujours, qui est une version Deluxe Kickstarter. Donc je ne sais pas ce que donnerait une éventuelle version retail, parce que je ne sais même pas s'il arrivera en retail. En tout cas, j'aurais pu regarder sur Kickstarter c'était quoi les différences. J'ai pas vu. Il faut savoir que le KS n'était pas trop cher, on était dans une 60aine d'euros, quelque chose comme ça. À ton prix, parce que je pense que c'était plus cher si on le prenait sur KS. Ah, peut-être bien. Surtout avec frais de port et avec TVA, on était dessus. Ouais, donc voilà, c'était pas une version de luxe très chère, non, donc... Par contre, j'aurais dû vraiment regarder sur qu'est-ce qu'il y avait comme version, comme de luxification qu'il y avait. Parce que, donc, évidemment, il y a des meeples en seal screen. J'ai trouvé les tuiles assez fines. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour du Kickstarter. Pour du Kickstarter. Voilà, pour du retail, Pour du Kickstarter de luxe. Oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, la boîte Meeple Puck a fait juste un jeu avant. Je pense même pas que c'était un Kickstarter. Et je pense qu'il pêche quand même par... Comment dire, par... manque d'expérience. Manque d'expérience. À tous les niveaux. Donc les cartes sont un peu fines, les tuiles sont un peu fines, toujours pour une version de luxe, hein, parce que pour une version retail, on pourrait absolument pas créer au standard au scandale, et pour le prix, même pour la version de luxe, on peut pas commencer à créer au scandale là-dessus. Ça ressemble à une édition Stonemaier actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Avec les inserts, mais qui sont, voilà, avec des beaux petits trucs, mais rien de foufou, des tuiles qui sont pas trop épaisses. Ça fait penser à une édition retail Stonemaier. C'est ça, on a un peu le cul entre deux chaises, à savoir que on s'attend pour une version de luxe en Kickstarter à avoir plus de luxe que ce qui n'est déjà proposé ici. Quand on parle de luxe, c'est vrai, sur Kickstarter, on s'attend. Et franchement, j'aurais préféré mettre 10 ou 15 euros de plus pour vraiment avoir ces tuiles épaisses, ces machins, ces cartes un peu plus grandes, ces traits qui sont assez fragiles, qui sont là, hein, et ils sont là, donc il n'y a rien à dire là-dessus, mais qui sont un petit peu Maintenant, je vais balancer un petit peu parce que, vu le format, si on devait arriver à approcher des 100 euros, pour moi, ça deviendrait beaucoup trop pour ce que c'est. Oui, pour un initié. D'accord. Là, il y aurait un différentiel. Moi, je parlais de luxification. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Mais comme il est, comme ça, Kickstarter à 60 euros, on n'est pas volé. Quoi. Le public ne va pas plus haut. On est d'accord. Pour le fond de jeu qu'il y a, je pense que c'est plus ou moins un raccord. Ouais. En termes de matériel, donc il faut déjà se familiariser avec l'iconographie qui est foisonnante, mais qui est malgré tout assez claire, malgré tout. Mal expliquée. Elle n'est pas foisonnante, mais elle est mal expliquée. Ouais. Il y a des icônes qui ne sont pas expliquées dans la règle. Donc il y a des icônes, par exemple, une iconographie qui est par exemple basée sur 2 icônes différentes. Il y a un exemple avec 2 icônes ensemble dans la règle, les 2 autres icônes ailleurs dans la règle, mais les 2 spécifiques ensemble ne sont pas expliqués. Et pourtant, l'effet peut être différent. Mais bon, ça, on en reparlera après aussi. La règle n'est pas terrible. L'iconographie, honnêtement, elle est simple, elle n'est pas trop foisonnante, mais elle est rebutante parce qu'elle est mal expliquée. Nos avis, du coup, à moins que tu aies quelque chose à dire supplémentaire dans le matériel? Non. Ok. Il n'y a pas... c'est ce que je dis. Voilà, pour 60 balles, on en a plus ou moins pour son argent. Oui, c'est pas du vol, absolument pas, hein, clairement pas. Les problèmes ne sont pas là, pour moi. Non, s'il y a une constatation, on n'est pas volé pour le prix qu'on a payé. Je trouve absolument pas scandaleux cette édition. Même graphiquement, je trouve que ça va, c'est pas exceptionnel, mais c'est assez plaisant. On a vu pire. Oui, donc là vraiment, c'est absolument pas un scandale. Pour le prix et d'avoir reçu ça, on est bon.
Là, franchement, je dis que c'est très très bien. Nos avis. Je vais commencer, et puis je rebondirai certainement sur des choses. On ne peut pas le prendre sur le prisme d'un expert. Donc, est-ce que c'est du 14+? Non, largement pas. Mais encore une fois, on a déjà eu ce débat que des maisons d'édition payaient ou ne payaient pas pour faire descendre. Donc, on doit se mettre à un niveau d'un initié. L'aléatoire est fort, fort présent. Encore une fois, on est dans l'initié, donc ça peut passer. Même si c'est fort, fort présent. Hein. Vous allez tirer une tuile pour X raisons. Donc, c'est des tuiles qui vont valoriser vos ressources à la fin de partie. Donc c'est le pire, ça. Pour 4 ressources, vous avez 3 points ou 2 points. Pour aucune raison. Parce que vous avez pris la tuile du dessus. Donc si vous êtes malchanceux, vous allez avoir 2 points. Si vous êtes bien chanceux, vous allez avoir 3 points. Pourquoi? À quel moment, en fait? Je veux dire, c'est vraiment le truc. Ça n'y fait ni à faire. On prend énormément de trucs. On prend des trucs, pardon, des inventions. On prend des inventions ou des inventeurs. On les prend face down, quoi. Hein, donc, la plupart, on les prend face down. Oui. Mais on peut avoir des bonus qui nous font les prendre face down. Les bonus, on les prend face down. Voilà. Mais on a quand même là... il y a des rivières. Il y a des rivières. Donc, dans les inventeurs, on aura trois inventeurs face visible. Dans les inventions, on aura 3 tuiles face visible. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui va bouger. Et on a même une action qui permet de faire un refresh de tout ça. Donc on s'y place. Il faut sacrifier un ouvrier. Et on peut tout changer. Donc, mais on peut en même temps acquérir aussi en faisant ça. Donc on ne fait pas juste rafraîchir, on peut en plus acquérir une tuile. Donc c'est pas tout à fait perdu. Voilà, pour ça, donc le hasard est quand même assez présent. Tout ne se vaut pas, clairement pas, en termes d'équilibrage. Il y a des inventeurs qui sont nettement plus costauds que d'autres. Et c'est même pas d'effet de jeu. On pourrait même pas dire ok, c'est parce qu'on a eu cette configuration qui était peut-être un peu plus bleue sur la map qui a fait que cette aventure-là. Non. Donc le hasard est quand même là. C'est un jeu initié, donc je pense pas que ce soit rebutant au plus haut point. L'équilibrage pour moi est vraiment pas optimum. Mais dans un initié, est-ce qu'on peut commencer à dire que celui-là est un peu plus fort que celui-là? Oui, bien sûr. Ok. Ça n'empêche pas, on peut critiquer. Ok, on a joué avec 2 factions, puisqu'on a joué à 2. Ça me semblait assez cohérent en termes de force et de puissance. Au niveau des factions de départ, ça dépend comment on l'utilise. C'est redondant. C'est redondant. Pour vous dire, à la fin de la deuxième manche, on va jouer 4 manches, et une des conditions de fin de partie, c'est quand on arrive au bout des 4 manches, ou bien quand la map est pleine. Donc, au bout de la deuxième manche, on était à fond de piste. Ça, c'est le plus gros problème. Au bout de la deuxième manche, il en reste encore 2. On est déjà des joueurs habitués, peut-être ça n'arrivera pas à tout le monde, mais je pense que c'est particulièrement vrai à 2 joueurs. À 4, ça doit déjà être... Oui, ça doit être autre chose, hein, clairement. Ça, c'est une des particularités qui fait que certainement la configuration est peut-être la pire qui pourrait s'arriver, c'est peut-être 2 joueurs. C'est plus frontal. Oui, clairement, parce qu'il y a pas mal de tectat aussi, hein, donc il faut le savoir, selon les tuiles, selon l'arrivée des tuiles, évidemment. Il n'y a pas que ça, mais il y en a un petit peu. Oui. Ouais. On est à fond dans certaines pistes, les autres pistes ne nous intéressent pas. Pourquoi? Parce que ça arrive assez souvent que les tuiles ne nous font pas monter sur ces pistes. Donc on a eu un setup de main qui a fait que y en a un qui s'est envolé sur 2 pistes et l'autre s'est envolé tout seul parce qu'à un moment donné, je n'avais des inventions que sur une des pistes. Et même là, je ne savais pas aller chercher. Parce que ça, c'est des faits de jeu, c'est de l'initié. Et puis c'est 2 joueurs. Et puis c'est 2 joueurs, parce que ça doit bouger nettement plus à 3 ou à 4. Donc je pense vraiment que la configuration de 2 joueurs est vraiment pas bonne pour ce type de jeu, quoi, clairement, quoi. Le problème, c'est qu'à 4, ça doit devenir trop long. Mais c'était déjà un peu long à 2, parce qu'on était souvent dans le livre de règles, en fait, pour l'iconographie. Ça me rappelle un peu Apteri à ce niveau-là. Oui. Vas-y, je réenchaînerai. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Hein. Le plus gros problème, c'est un manque flagrant d'expérience, de développement, c'est typique des Kickstarter auto-édités ou édités par des boîtes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Il suffit de lire la règle, commencer par là. Il y a des choses qui n'apparaissent pas. Moi, je suis fan des règles où si c'est pas dedans, c'est que c'est pas dans le gameplay. Moi, j'aime bien ce genre de jeu parce que ça permet de raccourcir les règles spotter ou ce genre de choses. Elles sont très courtes, très concises. Certains détestent. Moi, j'aime bien parce que si c'est pas dedans, c'est facile. C'est que c'est pas dans le gameplay. Ici, le problème, c'est qu'il y a des oublis à droite à gauche, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Donc, ce qui n'est pas écrit dedans, on ne peut pas en déduire que ce n'est pas dans le gameplay. Il faut s'en assurer. C'est beaucoup plus problématique.
l'iconographie qui n'est pas expliquée, le fait qu'au départ on manque de tout, de ressources, etc. Et puis en une manche, quasiment sur les 4, c'est plus un problème. C'est plus un problème du tout, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et du coup, et je pense que c'est particulièrement vrai à deux ce que je dis, c'est qu'au milieu de partie, on est complètement désintéressé par ce qui se passe. On pose des tuiles parce qu'on a les ressources pour les poser, on les pose, mais même l'effet que la tuile nous donne, on s'en contrefout complètement. On essaie juste de compléter le truc pour finir le jeu. Comme on reçoit, en fait poser les tuiles, la finalité c'est vraiment poser les tuiles invention, puisqu'on doit d'abord poser des inventeurs, et autour de ces inventeurs on peut poser les tuiles invention de la même couleur. Mais poser une tuile invention, ça nous donne un petit bonus, ça nous donne en général des ressources ou autre chose, mais ça nous permet surtout de monter sur ces pistes. Mais à partir du moment où on est monté suffisamment sur ces pistes, qu'on a sécurisé des places, c'est les inventions, donc la finalité du jeu n'a plus grand intérêt. C'est pas là qu'on va chercher des points de victoire, parce que c'est le plus haut sur la piste, le premier qui a sécurisé sa place, il gagne 8 points, qu'on soit, oui, peut-être entre le deuxième et le troisième, mais bon, voilà. Il y a des lacunes comme ça, des choses qui sont dans le gameplay et qui sont pas terribles, quoi. On aurait pu gérer ça autrement, on aurait pu essayer de faire en sorte qu'on garde un peu plus de tension sur la longueur du jeu. Parce que ces critiques disaient, il y a du hasard, oui, notamment, ça c'est ni fait ni à faire d'avoir des tuiles comme ça, donc on doit poser un ouvrier, donc faire une action pour aller chercher, payer en plus, pour en prendre une, et on ne sait pas sur quoi on va tomber, ça va valoriser nos ressources à la fin. Mais la différence, bon évidemment on peut en prendre plein jusqu'au moment où on a la bonne, mais bon, chaque fois ça nous coûte une action, on a 4 ouvriers par manche, il y a 4 manches, on a 16 ouvriers, quoi, en gros. Est-ce qu'on a envie de faire ça? En plus, c'est pas l'action la plus passionnante. Un bel exemple aussi, ça c'est vraiment, je le dis toujours, mais c'est vraiment la mécanique la plus paresseuse qui existe, c'est l'événement de départ. Ici, je dois quand même mentionner qu'il y a un petit effort, c'est qu'il y a 2 choix sur l'événement, et c'est les joueurs qui votent. Maintenant, le problème de ça, c'est que en cas d'égalité, donc notamment à 2 joueurs, c'est celui qui est le plus haut sur la piste de... Comment ils appellent ça encore? L'ingéniosité. Et ça, c'est pour moi, c'est pour ça que j'en arrive à ça, c'est le plus gros problème du jeu, c'est cette piste d'ingéniosité. Parce que tu disais, oui, il n'y a pas beaucoup de problèmes d'asymétrie entre les plateaux, mais le plateau détermine où on commence sur cette piste. Et encore une fois, à 2 joueurs, on peut très bien avoir quelqu'un qui est tout en haut, quelqu'un qui est tout en bas. Celui qui est tout en haut, il gagne toutes les égalités, y compris sur les pistes, ici, qui rapportent quand même pas mal de points à la fin. S'il est le plus haut, égalité avec quelqu'un d'autre, c'est lui qui remporte. C'est un peu rude, quoi. Par exemple à 2, donc l'événement ici, si on doit choisir entre les 2 options, le dernier mot, c'est la personne qui est le plus haut. Pourquoi? Il a commencé tout en haut, ça veut dire que chaque fois que je vais monter d'une case, je dois passer un ouvrier. Et le premier ouvrier qu'on place, ça coûte 2 idées. Les idées, c'est la ressource la plus difficile à avoir. En général, on les obtient en plaçant sur le plateau des inventeurs. C'est ce qui coûte le plus cher. Et le premier qu'on place, c'est 2 idées, puis c'est 4, puis c'est 6. Donc si dans le même tour, on veut monter 3 fois, ça nous coûte 12 idées. Voilà, un bon inventeur nous en donne 3. Donc c'est quand même pas facile. Donc celui qui part de tout en bas, il a quand même un sérieux handicap par rapport à celui qui est tout en haut, qui a juste pris un plateau qui était plus... Alors on pourrait dire, oui, le pouvoir est plus puissant, le pouvoir en contrepartie est plus puissant pour celui qui commence plus bas. Non. Du tout. Non. Pas vraiment du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment dérangeant, et ça c'est un petit peu boule de neige, parce que c'est le premier qui choisit l'équipement. À 2, il n'y a que 3 équipements, un de plus que le nombre de joueurs. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui se gave, il reste 2 choix. Et arriver là-bas en haut, c'est relativement compliqué, alors que lui qui est tout en haut, il n'en a pas du tout à se soucier de cette partie-là. Il faut simplement gérer pour reprendre à chaque fois la première place. Donc c'est tout. C'est très mal géré. Si l'idée de base est sympa d'avoir un ordre du tour en 2 dimensions, on va dire, en 2 étapes, ça j'aime beaucoup. C'est extrêmement mal géré, particulièrement par ce plateau. Personnellement, ça ne peut pas passer à un stade du développement, ce genre de choses. En tout cas, pas dans qu'il y ait des adaptations pour les différentes configurations à minima. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre d'exemple. Il y a des choses clairement qui fonctionnent très bien, le jeu n'est pas désagréable, mais il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y a un hasard qui est relativement présent avec un peu de tech dab dans ce genre de jeu. Moi, je n'aime pas beaucoup, et en général, les Eurogamers, ceux qui sont à destination de ce jeu, sont dans le même cas. Et en plus, cette perte d'intérêt dans la deuxième moitié, parce que non seulement on commence à tourner en rond, à faire un petit peu toujours la même chose, mais en plus, on perd vraiment
l'intérêt de le faire. Donc, voilà, donc très très mitigé sur ce jeu. Il y a de bonnes idées, mais en fait, il faudrait une version 1.5. Non, en termes d'équilibre, il y a des trucs qui sont vachement balèzes, qui sont même très très forts. Il y a une tuile de départ qui permet de rebasculer 2 switches, c'est-à-dire que de redonner 2 actions supplémentaires, comparé à une tuile qui vous apporte parfois 2 argent ou 2 ressources. Ces 2 actions, à quel moment on met 2 actions? C'est ultra puissant. En contrebalance de ça, ces actions-là, ces tuiles qu'on prend dans ces tuiles d'équipement, on les active toutes en début de tour. Oui, évidemment, celui qui a pris la tuile switch, elle peut avoir... Puisque de toute façon les switches sont resetés en début de manche, elle ne sert à rien pendant... Donc oui, c'est puissant quand on l'a fait pendant le jeu en plaçant un ouvrier dessus, on récupère 2 switches, mais en même temps, on ne la déclenche pas en chaque début de tour, puisque de toute façon, c'est déjà fait. Donc, mais... Oui. Est-ce que c'est une bonne idée, ce genre de tuile-là, ce genre de bonus à cet endroit-là? Je pense pas. Je pense pas. Voilà, il faudrait peut-être mieux mettre un switch et qu'il s'active automatiquement, avoir un switch de plus par exemple, qu'on peut activer une fois sur la manche, ça aurait été peut-être plus malin. Encore une fois, c'est des choses auxquelles ils auraient pu penser probablement, parce que c'est tout ce qui est le plus objectif, ce qu'on est en train de dire là-dessus. Un delta de points ici sur ces pistes qui me semble assez fort. Voire disproportionné. Il est normal que le premier est plus que le deuxième, largement, on est bien d'accord. Par contre, il y a le double, et on ne fait pas 50 000 points dans le jeu, parce que les points, on les obtient vraiment beaucoup avec la génération de ressources, qui est due au hasard, du coup, parce que si vous prenez 2 points ou 3 points, vous allez en prendre plusieurs par partie, hein, clairement. C'est clair que les points de victoire, tu ne fais pas 50. Encore une fois, le problème, je pense, principal, c'est que la finalité, donc, dans le gameplay, c'est de poser cette huile. Mais ces tuiles, finalement, ne permettent que de monter sur ces pistes. Elles ne rapportent pas de points directement, si ce n'est celui qui est le plus haut à la fin de la manche. Ouais, à la fin de la partie. Et tous des bonus. Hein, et donc, s'il y avait des points de victoire sur cette tuile d'invention, chaque fois qu'on crée une invention, on gagnait des points de victoire, mais on aurait beaucoup plus une incentive à aller poser cette tuile. Il y aurait encore de l'attrait. De l'attrait. Mais non, encore une fois, évidemment, ces pistes-là, à deux, ça ne fonctionne pas. Hein. Clairement, manche 2, on était en haut des pistes, donc on n'avait plus rien à faire. Là aussi, un problème d'adaptation du joueur. Le joueur, comme on disait, ne fonctionne pas. Mais même à 4 joueurs, ça doit être problématique parce que s'il y en a un qui se détache sur une piste, il y a plus de combat. Et celui qui arrive en haut, c'est facile parce qu'il y a 9 échelons. Et la plupart des inventions, des belles inventions, donnent 3 montées sur une piste, sur la même. Donc on pose 3 inventions de la même couleur, on est en haut, on a sécurisé, c'est fini. Pire de ça, c'est qu'en plus ça fait boule de neige, parce que celui qui est tout en haut, celui qui est le plus haut, même sur la piste pendant la partie, il peut considérer des ressources correspondantes comme des jokers. C'est hyper balèze, quoi. Et d'où puisqu'il faut payer des ressources pour poser les inventions, c'est encore plus simple de les poser, ça enlève encore plus d'intérêt et de challenge. Il y a pas mal de soucis. Pourtant, il y a de bonnes idées, hein, cette histoire de plateau avec ces tuiles hexagonales sur lesquelles il faut poser des inventions de la même couleur que l'inventeur qui est autour, qui est adjacent. Ça, je trouve ça sympa, avec l'idée que quand l'inventeur est entièrement entouré, il part à la retraite. Donc celui qui l'avait posé, il perd le pouvoir associé à l'inventeur. Et celui qui pose la dernière tuile qui l'entoure, lui, il gagne des points de victoire, là, de nouveau au hasard. Hein, pris au hasard, entre 1 et 3 points de victoire. Voilà, donc pourquoi 1, pourquoi 3 en fait, ça aurait peut-être dû être en fonction de la force de son inventeur. C'est ça, ça pu être une bonne idée, ça, mais non. En fonction de la difficulté, parce qu'il y a des inventeurs qui sont d'une même couleur, donc c'est plus difficile peut-être à entourer, et encore, parce qu'il y a la raid adjacente, c'est relativement simple. Donc, bref, il y a une belle base, il y a moyen de faire un chouette truc, même d'aller sur quelque chose de plus profond que ça, mais ils sont restés assez en surface et ils n'ont pas été au bout, je pense, d'un développement digne de ce nom. Voilà. Au niveau de la cote, il est coté 7,8 sur 10 sur BGG par 82 personnes à l'heure où on tourne. J'ai un peu lu les avis. J'ai lu les avis qui étaient à 10 sur 10 et les avis qui étaient dans les plus basses cotes pour me faire une idée, parce que je pense que les cotes intermédiaires sont des cotes réalistes. Il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup sur 82, il y en avait 26 qui avaient mis une cote de 10 sur 10.
il y a grande chance que ce soit de la complaisance, hein, vraiment, parce que ce sont des amis ou des machins comme ça, parce que quand on lit le contenu des 10 sur 10, voilà. De même que ceux qui ont coté très très sévèrement du 1 ou du 2 sur 10, ça manque. Il y en avait même un quand même qui avait mis un 2 sur 10 et en disant j'ai pas joué au jeu. Waouh. En tout cas, oui. Voilà, donc, au niveau de la cote BGG, il faut, comme toujours chez BGG, il faut prendre ça pour ce que ça vaut. C'est-à-dire, en général, pas grand-chose. Maintenant, plus il y a de gens, plus cette cote, théoriquement, a un intérêt. Moi, personnellement, et j'en profite d'ailleurs pour le répéter, je pense que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais quand on fait une note sur 10, parce que ça je pense qu'on a déjà posé la question dans les commentaires, quand je note sur 10, moi personnellement, je ne sais pas Cédric quelle est sa méthode, mais quand je note sur 10, en fait, moi j'essaie de faire 50% d'objectifs et 50% de subjectifs. Ça veut dire, disons, si on peut le dire autrement, les 5 premiers points, c'est vraiment si le jeu fonctionne, le gameplay, etc. Et les 5 points suivants, c'est en fonction de mes goûts à moi. Ouais. Donc si je mets je peux très bien mettre un 5 sur 10 à un jeu que j'ai détesté, mais qui fonctionne bien mécaniquement, et je sais qu'il plaît à d'autres. Voilà. Si on descend en dessous des 5, soit le jeu est vraiment catastrophique, mais j'ai quand même un peu de sympathie, ou alors il est vraiment, il n'y a rien à sauver, et moi-même je le déteste. Donc là, c'est le pire des scénarios. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi souvent qu'en dessous de 5, personnellement, je cote relativement un peu en dessous de 5, parce qu'il faut à la fois que le jeu ne fonctionne pas et que j'aime pas, ou alors qu'il fonctionne vraiment pas du tout, quoi. Il y a juste un dernier point que j'aimerais revenir dans les points négatifs, c'est que vous avez la même icône, exactement la même icône, pour un coût et un reçu en argent. Ici, vous recevez l'argent, c'est la même icône que ici, et là, vous payez. Non, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça veut dire du rouge, du vert, ou enfin mettre quelque chose en plus. Mais comme il y a des tuiles ici, où, je ne sais plus, elle n'est plus là, où les icônes sont noires. Oui, alors que la piste est mauve. Alors que la piste est mauve, etc. Et toutes les icônes sur la tuile est noire. On voit clairement que ça a pas été, ça a été validé alors que ça n'a pas été. C'est des erreurs au moment de l'impression, clairement. Il n'y a rien dans la règle qui dit qu'il existe des tuiles noires. Ouais, justement, dans la règle, il y a pas mal d'explications qui n'ont rien à voir avec le jeu, mais qui parlent un peu des auteurs, de ce qu'ils ont fait, des inventeurs, par contre, de ce qu'ils ont fait. Et donc, ça a le mérite d'exister. Maintenant, ça alourdit la règle qui est en format carré, hein, comme toujours. Vous savez, le truc qu'il déteste. Je comprends pas comment à l'heure actuelle, en 2024, on peut encore faire des trucs qui sont ouverts, ils prennent à moitié la table, on ne sait pas les tenir parce que ça plie, quand on le met au-dessus du plateau, ça renverse la moitié des trucs. Arrêtez de faire ça ne sert à rien. Un format A4, c'est parfait, c'est très bien, c'est pour ça que ça existe et que tout le monde l'utilise. Bûcher-laurier ? Je vais encore réfléchir, on verra ça dans le score, mais en tout cas, ça vole pas haut. Mais pour moi, ce serait un bûcher. Pas de beaucoup, parce que comme on a dit, subjectif et tout ça, mais... Tu sens la bonne volonté, en fait, tu sens qu'il y a un potentiel, mais le jeu en l'état, c'est quand même pas terrible, et particulièrement à 2 joueurs. Ouais, clairement, on ne vous recommande, mais surtout pas à 2 joueurs. En tout cas, moi, pour ma part, je ne testerai pas la config 3 ou 4. Non, je ne le rejouerai plus, je pense. C'est pas que... Je me suis ennuyé, en fait. C'est pas que j'ai passé un mauvais moment, même s'il n'était pas le plus agréable. Ça c'est différent. Je me suis ennuyé à Pierre aussi. Je me suis ennuyé à Pierre aussi. Oui, mais enfin ici, il y a trop de... Enfin, voilà. Moi, je me suis ennuyé dans la deuxième partie. Dans la première partie, j'ai trouvé ça et j'étais presque plus pour essayer de comprendre les icônes, ce que ça faisait, etc. Je passais plus de temps à ça et à essayer de développer un moteur. Mais puis après c'est clair que dans la deuxième moitié de partie, il y a vraiment plus d'intérêt à deux, en tout cas. Je peux justifier ça dans le fait qu'il y a peut-être trop de chance et le fait qu'il y a des fois trop d'écart entre certaines choses qui sont... personnellement, c'est pas ce qui m'a dérangé. C'est pas ce qui m'a dérangé. Moi, ça me dérange. Vraiment, je peux t'assurer que une tuile que tu as placée, heureusement que tu étais en dessous, mais si tu étais au-dessus à 4 joueurs, le tech date est monstrueux. Ah oui, c'est pas du tech date, ça je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est date, non, mais ça c'est pas ce que j'appelle le hasard. Non, ça c'est pas du hasard, mais ça non, ça c'est... Oui, non, le tech date c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans un euro comme ça, c'est pas nécessaire. Oh là là. Il y a une tuile, par exemple, toujours avec cette piste. Cette piste-ci, autant dire qu'elle est super importante. Il y a plein de tuiles qui dépendent de ça. Et donc, tous les gens qui sont en dessous de vous, sur cette piste, subissent les conséquences. Encore une fois, si on a un plateau qui commence 4e et un qui commence 1er, et que ce premier chope dès le départ cette tuile-là,
bah, non seulement on doit dépenser des actions pour remonter, mais en plus on va s'en prendre plein. Hein, ouais, ça. Pour rien. Ouais. Et là, le hasard intervient dans cette huile. Donc pour moi, ça restera un bûcher. Moi, c'est clair dans ma tête. En tout cas. Ça, je pense à risque. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Aujourd'hui, on vous parle d'Age of Inventors. Ah bah. Ah, j'allais bien. Ouais, bah oui, celui-là. C'était bien. Aujourd'hui, on vous parle d'Age of Inventors. Faut pas le refaire. Quoi? Faut le refaire. Faut le refaire. Ouais, il faut le refaire. Troisième. C'est chez Meeple Puck. Illustré par Mai Katogan. Katoglou. C'est Katoglou, hein. Ça doit être des Grecs, je pense. Hein.